Allez, bonjour à tous pour le nouveau podcast de Nolio, voilà, les secrets d'endurance, avec cette fois-ci Samuel Marafi qui est médecin du sport. Salut Sam. Salut Hugo. Alors, le but du jeu dans ces podcasts, c'est d'apprendre un truc, enfin ou plusieurs même pour pouvoir optimiser sa performance, qu'on soit un athlète de haut niveau. Alors ça, on va beaucoup en parler avec toi parce que c'est vrai que c'est eux qui te sollicitent quand même plus que les amateurs, mais ils peuvent eux aussi avoir des choses intéressantes à dire, enfin, à comprendre pour les guider dans leur pratique, parce que je pense que n'importe quel sportif a déjà consulté un médecin du sport, souvent un petit peu en catastrophe. La problématique aujourd'hui, Sam, pour toi, c'est le rôle de toi, le médecin, dans l'encadrement d'un sportif. Donc c'est assez facile à comprendre, le sportif, en règle générale, une fois qu'il a bricolé de son côté, il va chercher un entraîneur, éventuellement il y a une blessure, il va chercher un kiné, etc. Ça c'est un peu la base pour tous. De temps en temps on va un petit peu à l'ostéopathe. Et puis quand vraiment ça coince, on comprend pas d'où le problème vient, on déballe 3 IRM devant son médecin du sport et c'est là que les problèmes arrivent. Et toi, tu vas nous dire un peu comment tu t'articules là-dedans. Alors d'abord, on n'est pas là pour améliorer les performances comme le ferait un médecin avec du dopage. C'est pas du tout C'est pas notre rôle. le cas. Même si en étant médecin d'une équipe cycliste, tu dois être forcément victime de quelques colibets, probablement infondés, puisque toi justement tu es là pour préserver la santé des gens. Donc le médecin finalement, on va être là pour, dans une optique de course à pied, de vélo, une pratique d'endurance long terme, vérifier que tous les paramètres soient bien ajustés pour pas avoir de problème. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux présenter un peu ton activité avant qu'on attaque vraiment dans les questions en tant que médecin du sport dans une équipe cycliste professionnelle et auprès d'athlètes individuels, puisque c'est deux choses différentes. Alors moi je suis médecin du sport comme tu l'as bien dit. Après j'ai une double casquette, je suis médecin généraliste de formation. Et déjà ça va éclaircir un petit peu la dénomination de médecin du sport, puisqu'en fait dans la société quand tu vas voir un médecin du sport, c'est pas un titre professionnel, c'est pas une spécialité. Donc tu peux être chirurgien orthopédique et médecin du sport, cardiologue et médecin du sport. Et pour ce qui me concerne, médecin généraliste et médecin du sport. C'est un diplôme que tu passes de manière complémentaire, mais c'est pas ta spécialité en soi. Pardon. Donc moi j'en ai fait quand même mon exercice principal. J'insiste là-dessus parce qu'en fait le côté médecin généraliste c'est hyper important je pense dans le suivi des athlètes parce qu'on ne fait pas que de la bobologie, je pense qu'on va y revenir juste après. Il y a le côté prise en charge globale des athlètes et du coup je définis mon métier comme pas forcément médecin du sport mais médecin généraliste du sportif. Je sais pas si tu vois un peu l'amalgame. Donc du coup pour mes titres professionnels, donc médecin du sport, moi je suis un peu spécialisé même beaucoup dans les sports d'endurance. Donc, comme tu l'as cité juste avant, cyclisme, principalement route, course à pied, principalement de fond et de trail running, ultra trail, on peut mettre tout dans le même paquet, et puis un petit peu ce qui s'apparente au ski de fond, enfin voilà, tous les sports d'endurance. Pareil, c'est aussi une petite précision qui est importante, j'ai des confrères qui sont spécialisés dans la prise en charge du footballeur, du handballeur, du rugbyman ou en plongée. Je pense qu'on a tous un peu nos sous-spécialités. Et c'est aussi important à noter parce que pour le commun des mortels, quand vous allez voir un médecin du sport, parfois on peut avoir des connaissances dans un domaine et pas dans un autre. Et typiquement, je sais que moi en tant que médecin du sport, je suis en aptitude légale de signer un niveau 4 de plongée par exemple. Sauf qu'en fait moi j'ai aucune connaissance pratique et technique et encore moins médicale sur la plongée. Donc je préfère les adresser vers d'autres confrères qui sont aussi médecins du sport mais qui ont cette connaissance plus fine. Donc ça fait deux choses importantes à savoir, quelle est la formation initiale de notre médecin du sport et puis ses connaissances dans quel type de sport. Puis du coup, finalement c'est un peu comme un chirurgien en fait. T'as le chirurgien orthopédiste, t'en as, ils opèrent que des mains toute leur vie. Spécialiste du genou, de la main, nous c'est un peu ça, c'est pas écrit dans notre... C'est pas écrit, c'est pas écrit. C'est pas écrit, mais bon, du bouche à oreille, ça commence par se connaître et puis après, entre confrères, on se réadresse à certains patients. Je suis aussi, pour terminer un peu la présentation, je suis du coup formé en nutrition, micronutrition. J'ai un intérêt noté et notable pour tout ce qui est physiologie de l'exercice, plus que la traumatologie. On va y revenir après, tu l'as dit dans ton introduction, les gens ils viennent voir le médecin quand ils ont un bobo, ils ont mal, ils ont une blessure, et puis ils ont écumé tous les professionnels de la Terre qui ne sont pas médecins du sport, puis ils vont voir le médecin du sport à la fin. Moi j'ai une approche qui est un tout petit peu différente dans le sens où j'aime bien l'expression « mieux vaut prévenir que guérir ». Ah bah oui.
Et surtout dans les sports d'endurance, surtout chez les athlètes de haut niveau, élite ou voire professionnels, on a un intérêt notable à les suivre au long cours et à tout faire pour pas qu'ils se blessent et à tout faire pour pas qu'ils tombent malades, qu'ils aient pas de problème. Donc je m'intéresse à la nutrition, à la récupération, à la physiologie de l'effort, à tous des sujets qu'on va aborder juste après. Et voilà, je donne des conférences, je suis responsable de formation, je fais pas mal de choses dans ce domaine-là. Le DU Trail. Le diplôme universitaire de trail running de Besançon. Et puis du coup, dans mon activité professionnelle principale quand même, c'est celle d'être médecin du sport dans le cyclisme professionnel, comme tu l'as dit avant. J'ai fait partie de l'aventure BNB Hotel KTM, pour ceux qui connaissent, pendant 4 ans. Ah, quand même. Et à la fin de l'aventure BNB l'année dernière, j'ai rejoint le staff médical de l'équipe Total Energy. Et puis voilà, c'est mes activités principales qui me prennent déjà beaucoup de temps. Ah bah oui, puisque tu as plusieurs coureurs à gérer. Ouais. Et justement, moi, je voulais insister là-dessus parce que tu gères aussi, je sais pas si on peut dire qui c'est, tu gères un athlète qui a fait un top 10 à l'UTMB. Quelle est la différence entre la gestion de cet athlète qui, lui, est quelqu'un d'individuel et la gestion de, je sais pas, c'est quoi, 30 coureurs à Total Energy ? Ouais, c'est ça, 26-30, ouais. Le travail doit pas être tout à fait similaire. Dans l'approche, c'est similaire dans le sens où on fait quand même une prise en charge individualisée, même dans le cyclisme pro. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai entre guillemets que 26 patients, mais par contre, on échange régulièrement, on les voit très souvent, un peu comme ce que je peux faire avec les trailers, dont celui dont tu parles. C'est quand même du suivi individualisé. La grosse différence, c'est qu'il y a un côté collectif dans le sport cyclisme que tu ne retrouves pas dans le trail par exemple, donc c'est pas exactement pareil, mais globalement moi dans mon travail il y a très très peu de différence, c'est le temps alloué en fait. La grosse différence peut-être c'est si tu es en cabinet et que tu reçois plein de patients toute la journée, tu n'as peut-être pas le temps de leur allouer autant de délai dans ta consultation que quelqu'un comme toi ou que quelqu'un comme un cycliste que je peux avoir. Effectivement j'ai plus de temps à leur offrir et donc c'est ce qui fait aussi la qualité du soin après derrière. Oui, ça c'est sûr, c'est un peu le nerf de la guerre à chaque fois. Ok, du coup, où est-ce que tu te places dans l'entourage de l'athlète ? Parce qu'on imagine dans notre tête, voilà, un cycliste professionnel, sur le Tour de France, on a le mec, voilà, il faut pas trop qu'il passe du temps au podium parce qu'après il va au massage, il y a ses cuisiniers qui lui préparent à manger. Toi, il est où ton rôle dans tout ce microcosme qui gravite autour de l'athlète en fait ? À quel moment t'interviens ? Alors nous, que je dis nous parce que je prends la parole aussi pour mes collègues médecins du sport, dans les équipes cyclistes, on est responsable de la santé de l'athlète, et ça tu l'as dit au tout début, je pense que c'est hyper important, notre rôle il est là. On est responsable de la santé et pas de la performance. Alors c'est un petit adage qui forcément fait le lit du dopage et tout ce qu'on peut entendre, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que nous on est là pour prendre soin des athlètes et après on va communiquer avec tout ce qui tourne autour de l'athlète. Et ça, moi, j'en ai fait la pierre angulaire de mon travail et de la philosophie de mon travail. Je suis incapable de faire médecin du sport avec un sportif d'endurance de haut niveau sans avoir un minimum de communication avec l'ensemble de son staff. Et l'ensemble de son staff, c'est mes collègues professionnels de santé, donc effectivement les kinés, les ostéos, les podologues, les préparateurs physiques, les nutritionnistes, mais aussi c'est l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, il a besoin de savoir, mon athlète est blessé, il n'est pas blessé, il est fatigué, machin, bidule. Moi, j'ai besoin aussi des retours des entraîneurs. Quand un athlète me dit il est fatigué, j'ai besoin d'avoir un minimum de données sur ses charges d'entraînement, par exemple. Et puis, on communique avec la direction sportive, par exemple, pour la planification des courses. Lui, il est un peu blessé, il est encore en rééducation. Pas lui, il est malade, il est encore malade. On le sélectionne ou pas pour telle course, telle course, telle course. Il y a besoin d'une communication. Et puis, on communique avec les assistants. Parce que les assistants, c'est eux qui sont au quotidien avec les athlètes. C'est eux qui préparent, par exemple, les boissons de l'effort. C'est eux qui vont être au massage avec les athlètes, donc ils peuvent nous relater aussi certaines problématiques. On communique avec les mécaniciens, c'est assez spécifique au cyclisme, qu'on voit pas beaucoup, on voit pas beaucoup dans d'autres sports. Pourquoi ? Parce que et si en trail tu peux communiquer avec un podologue ? Ouais, avec un podologue dans le vélo aussi, tu vois. Exact. Il y a le lien, mais ce que je veux dire, c'est que je le disais tout à l'heure, le médecin du sport, il doit connaître un minimum ce sport-là, et vraiment le cyclisme, prendre en charge une tendinite du genou chez un footballeur, ça sera pas la même chose qu'une tendinite du genou chez un cycliste. Un cycliste, pour les différents facteurs de risque d'apparition de cette blessure, et les différentes modifications qu'on va faire et gestion de l'entraînement qu'on va faire derrière en lien avec ses soins. Typiquement, on va lui parler de réglage de cale, d'usure de cale, de pédale, de hauteur de selle, ce que tu veux, recul de selle. Et ça, c'est des choses que tu ne vas pas évoquer avec un footballeur.
même avec un trailer, sauf si Ah tu oui, fais oui. du vélo à côté, effectivement. Mais voilà, donc c'est tout des choses, donc on communique avec les mécaniciens, on communique aussi avec, effectivement, j'ai dit diététicien tout à l'heure, mais il y a tout le staff cuisine, alors ça peut être un diététicien, un cuisinier, ou parfois c'est les assistants qui font certains emballés en course, la nutrition pendant la course, dans les musettes. Donc voilà, où je me place finalement, je me place avec l'athlète, parce qu'on n'est pas non plus maître décisionnaire de tout ce qui se passe, c'est l'athlète qui est responsable de ses soins, donc il y a une grosse communication avec eux. Et puis on se place au cœur du staff médical, nous on essaie de faire de la santé en coordonnant un petit peu tout ce qui se passe, chaque corps de métier. Et je pense que c'est ce qui fait la valeur ajoutée de notre travail, d'arriver à articuler tout ça pour le bien-être de l'athlète. Ok. Et du coup, avec tout ce monde qui gravite autour du sportif, euh, à qui tu dois rendre des comptes? Parce que c'est qui est le plus important? C'est le manager de l'équipe ou c'est l'athlète? Tu vois, qui c'est qui va te dire bah, Samuel, écoute, merci, travail extraordinaire, j'ai été en forme. Ou à l'inverse, bah, finalement, peut-être que tel paramètre tu l'as pas bien vu, peut-être du coup j'ai insisté dessus, peut-être ça a pété. Ouais. Bah, je veux dire, ça dépend du sport. Dans le sens, si je me replace juste dans la bulle cyclisme, que je connais très bien, dans la bulle cyclisme, on a l'avantage, nous en tant que médecins, on a un statut particulier, on a des contrats particuliers qui nous détachent, on va dire légalement, de notre exercice par rapport à notre employeur qui est l'équipe. Parce qu'on pourrait se dire, non mais attends, l'employeur de ton athlète, c'est une équipe, et ton employeur, c'est une équipe. Il y a un peu conflit d'intérêt, c'est la même équipe. Tu pourrais subir des pressions de la part de ton employeur pour faire des choses sur ton athlète. Ça peut se concevoir dans ce sens-là. Ah oui, et on a des contrats qui nous permettent d'exercer librement l'activité de médecin avec un secret professionnel. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on communiquait tous ensemble. Moi, clairement, tout ce qui est secret professionnel, c'est uniquement avec l'athlète, bien évidemment. Ah oui. Donc, j'ai pas le droit de donner des infos sans accord de l'athlète à la direction sportive, à l'entraînement, à qui tu veux. Et ça, des fois, ça peut poser un peu souci. Est-ce que ça peut arriver justement à un athlète qui est un petit peu blessé, Ouais. mais qui veut quand même participer à une compétition parce qu'il est un peu en fin de contrat, etc. Et du coup, qui te dit, bon bah écoute, là la petite tendinite au genou, on va mettre un tape, on va cacher un peu ça, je vais quand même faire la course, parce que si je performe, on re-signe le contrat, et si j'abandonne, on re-signe pas le contrat. Bah, t'as les deux situations, hein. T'as l'athlète qui va absolument faire la course, qui va masquer une blessure, donc soit il nous le dit, mais il nous dit de pas en parler, soit il nous le dit pas du tout, ça arrive, hein. Il nous dit pas qu'il est blessé, puis on le découvre en course parce qu'il nous dit non mais là j'ai vraiment mal, et en fait on se rend compte qu'il a mal depuis longtemps. Ou la deuxième chose, l'inverse, l'athlète qui veut pas aller à une course parce qu'il a une autre course plus objective, enfin pour laquelle il a placé plus de billes quelques semaines après, il se dit mince, cette course m'intéresse moins, je risque de me blesser, de tomber, en plus il faut aller à Pétaouchnok, ça m'intéresse pas, donc je vais appeler le doc en disant je suis malade, et nous un peu on est le cul entre deux chaises, c'est un peu porte-à-faux, on se dit bon bah je crois quand même mon athlète, du coup il faut que j'appelle la direction sportive pour dire qu'il est malade, qu'il sera pas en course, enfin c'est une petite gesticulation, c'est du quotidien, ça nous arrive très régulièrement. Après, je pense que quand tu installes une relation de confiance avec un staff, entraîneur, direction sportive et athlète, ça marche quand même relativement bien. Je reviens juste dessus sur qui je dois rendre des comptes. Donc on est quand même relativement indépendant, et ça c'est cool. On est sous le coup de la déontologie, du code de déontologie des médecins en France, donc on est relativement dépendant sur notre exercice. Ça c'est assez cool. Là je parlais du cyclisme, mais je parle aussi des autres sports. En fait, finalement, la seule personne à qui je dois rendre des comptes, c'est l'athlète. L'athlète, il me sollicite pour une raison X ou Y, c'est à lui que je dois rendre des comptes, c'est même pas rendre des comptes, c'est juste lui dire, bah moi je peux t'accompagner pour ça, pour ça, pour ça, après c'est l'athlète qui décide. Tu peux, je pense, en être témoin par rapport au suivi qu'on fait, c'est d'intégrer l'athlète dans le suivi, je pense que c'est plus intéressant, on n'est pas là pour ordonner, dire fais ça, bah salut quoi. Il faut vraiment intégrer l'athlète dans sa prise en charge, et je pense que ça marche mieux quand c'est comme ça, quand la personne comprend. Moi je passe beaucoup de temps à expliquer, finalement la seule personne à qui je rends des comptes, c'est l'athlète. Ok, ouais, intéressant. C'est vrai que tu m'avais demandé par exemple une échographie, j'avais oublié de la faire. Donc... Et donc je te l'ai rappelé. tu aurais pu l'exiger une semaine après. Mais... alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Concrètement, voilà, le médecin du sport au quotidien, comment ça se passe? Enfin au quotidien. L'athlète, et ça on le voit vraiment même pour le trailer qui est amateur, qui va peut-être faire... Donc récemment, il y a eu l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il y a forcément un coureur qui a fait 126e. 126e, c'est plutôt pas mal. Il y a de grandes chances pour que ce coureur possède un entraîneur. Et éventuellement, il est très bien maqué avec son médecin du sport. Il a une relation de confiance avec lui. Donc admettons qu'il possède les deux. Quelle va être ton interaction avec l'entraîneur ?
Celui qui distribue le plan d'entraînement, Ouais. donc ça peut être du vélo, de la course à pied, du triathlon. Celui qui va donner le nombre d'heures de sport par semaine, etc., etc. Parce que l'entraîneur, lui, il a sous les yeux la charge de travail, qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser, etc., d'une semaine à l'autre. Mais ce qu'il n'a pas sous les yeux, c'est mon athlète, est-ce qu'il est à 100% de ses possibilités, il va pouvoir recevoir l'entraînement, ou est-ce qu'il est à 25%, 75%, etc. Et ça, c'est une très bonne question que tu poses parce que je pense que c'est vraiment le truc le plus important quand on est médecin, c'est de communiquer avec l'entraîneur. Comment ça se passe en pratique? Ouais, parce que vous n'allez pas vous appeler tous les jours, C'est donc ça. au bout d'un Non, moment, non, mais c'est ça. Après, l'entraîneur, il est responsable de la performance. C'est-à-dire que globalement, moi, je suis pas entraîneur. J'ai des notions d'entraînement forcément. Ça me ouais, passionne des aussi. bonnes notions quand même. Et j'ai bien discuté avec les entraîneurs, mais globalement, moi, je laisse carte blanche aux entraîneurs. Ils font ce qu'ils veulent. Ton entraîneur, par exemple, il te planifie la saison comme il veut. Après, moi, je suis plutôt l'expert des données de santé. Variées, on pourra revenir dessus, mais plein de données de santé. Et à chaque fois que j'ai des données qui m'intéressent, je sais pas moi, un risque de blessure, un problème avec l'acclimatation à l'altitude, un problème digestif par rapport à l'apport nutritionnel pendant un effort, je sais pas moi, un problème de fatigue. Ça c'est récurrent, la fatigue. Un athlète qui dit je sais pas ce que j'ai, je suis moins performant, je suis fatigué. Moi, indéniablement, la première question que je vais poser, bon, j'ai mon interrogatoire avec l'athlète, mais la première question que je vais poser, c'est à l'entraîneur, où en est-il dans ses charges d'entraînement? Est-ce que cette fatigue, elle est cohérente par rapport à ce que l'entraîneur recherche? Tu vas faire, je sais pas, moi, tu vas en altitude, c'est normal de fatiguer à un moment donné parce qu'on recherche de décompenser pour se suradapter, se surcompenser. Ou est-ce que cette fatigue, elle est complètement anormale? Est-ce qu'il y a une pathologie X ou Y? Donc là, c'est moi qui reprends la main sur les infos de santé, puis après, je vais communiquer avec l'entraîneur, sous réserve du secret professionnel, tout ce qu'on a dit avant. Je vais communiquer avec l'entraîneur via l'athlète pour essayer de construire un truc. Je sais pas, moi, si mon diagnostic, c'est carence en fer, je vais appeler l'entraîneur avec accord de l'athlète en lui disant l'athlète il est carencé en fer, donc là en ce moment il fatigue plus vite, il récupère moins bien, peut-être qu'il faut adapter les séances d'entraînement. Et donc vraiment c'est un espèce de ping-pong au quotidien. Quand tout va bien, tu peux en faire aussi l'expérience. Quand tout va bien, moi j'interagis quasiment pas du tout avec l'entraîneur parce que justement ça va bien, ça se passe bien. Après quand il y a des petits problèmes ou même des fois un peu en amont, c'est pour ça qu'on se revoit régulièrement. On identifie des axes de travail sur les points faibles, et ces axes de travail, quand je vois qu'il y a des choses à faire, des choses à enclencher, je vais souvent en discuter avec l'entraîneur. Et des fois, je te dis même, Hugo, je vais appeler ton entraîneur, ou on verra tout à l'heure ton diététicien, et puis on en rediscute après ensuite. C'est hyper important de communiquer, je pense. Et alors, toi, évidemment, quand tu vas dire à un entraîneur, écoute, là en fait, l'athlète vient de me dire qu'il se sent pas bien, je sais pas trop ce que tu lui fais faire en ce moment. Par contre, c'était pile au moment où je lui ai fait tel examen médical. À mon avis, il a raison, il faudra peut-être diminuer la charge, même si tu penses que c'est pas le moment. Toi, évidemment, tu dois t'appuyer sur quelque chose. Tu peux pas lui dire ça, il m'en a parlé, on a discuté. Tu t'appuies sur quoi pour intervenir avec un entraîneur et éventuellement orienter ses choix? C'est sur du diagnostic médical. Après, il y a plusieurs formes. Ça peut être une imagerie, une biologie, des tests. Voilà, alors il y a l'imagerie, la biologie, ça c'est quoi? C'est la prise de sang? Ouais, la prise de sang, ça peut être des tests X ou Y. C'est un examen médical qui comporte ces tests-là, mais aussi un interrogatoire, un examen clinique. Tu as tout le côté psycho aussi, tu sais, qu'il faut tenir. Alors après, je suis pas psychologue non plus. On n'a pas trop parlé dans le suivi, mais prep mental, psychologie. Oui, parce qu'on a aussi tout autour de l'athlète, là, sa ceinture d'encadrant, il y a aussi le préparateur mental. Effectivement. Et donc tout ça, en fait, moi, si tu veux, c'est mon job. Mon job, c'est de faire un diagnostic, ou en tout cas d'émettre une hypothèse diagnostique et une orientation diagnostique. Avec ce bagage-là, je vais aller discuter avec l'entraîneur et par rapport à ce que veut l'athlète et où va l'athlète aussi. Ça, c'est important pour moi. Tu vois, quand on en parle, autre interaction avec l'entraîneur, c'est de connaître un tout petit peu la planification, la périodisation des athlètes et leurs objectifs. Parce qu'on ne va pas travailler pareil. Moi qui fais beaucoup de nutrition, de micronutrition, on ne va pas aborder les choses de la même manière en début, milieu, fin de saison, à la prochaine objectif, juste après. Là, on vient de parler de l'UTMB que tu viens de faire, mais 2 mois auparavant, on n'aurait pas eu le même interrogatoire. En fait, c'est pas exactement la même chose. Donc l'entraîneur, j'ai aussi besoin de ça, de se dire, tiens, quels sont les objectifs sur une année, par exemple, ou un trimestre, qui permet quand même de s'adapter pour travailler. Mais c'est la même chose pour les kinés, pour les ostéos, pour les nutritionnistes. On a besoin un peu de connaître cette planification. Donc c'est un autre sujet de discussion avec l'entraîneur qui est hyper important. Et est-ce que tu vois, on va prendre le cas d'un athlète plutôt amateur qui a assez peu de moyens mais qui fait quand même la démarche d'aller voir son médecin du sport.
est-ce que tu pourrais faire éventuellement un petit bilan à l'entraîneur, mais plus un mail glissé ou des choses un peu plus légères comme ça, ou ça s'adresse uniquement à des professionnels? Bah, tu vois, j'allais en venir dans nos discussions, on parle beaucoup de choses qu'on peut se permettre de faire on va dire dans le haut niveau, pour résumer, mettre tout le monde dans la même bulle. Moi, je suis rémunéré pour ça, je travaille, c'est mon métier. Maintenant, il faut aussi se dire qu'il y a 95% des gens, 98% des gens qui vont voir un médecin du sport qui a une autre spécialité, comme je te l'ai dit au tout début, et qui a un cabinet, qui n'a pas le temps de passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec un patient à chaque fois, d'appeler les entraîneurs, machin bidule. Donc là, je pense qu'il faut responsabiliser l'athlète pour qu'il transmette les infos. Et la deuxième chose, il arrive avec son planning. Ouais, c'est ça. Et la deuxième chose, moi, que je fais aussi avec ces athlètes-là, avec qui j'ai moins le temps qu'avec toi, par exemple, c'est je leur demande un contact d'un entraîneur, de quelqu'un qui gère un peu, éventuellement de tous les collègues médicaux, paramédicaux, donc c'est-à-dire son médecin généraliste, par exemple, son kiné, tout ça, et je vais faire des petits mails de transmission. Je vais pas forcément m'amuser à les appeler 1 heure et demie, machin, discuter longtemps, mais un petit mail, j'ai des trucs un peu pré-remplis sur mon ordinateur, ça va vite. Et ça permet, je pense que l'entraîneur, je suis pas entraîneur, mais je me dis qu'en tant qu'entraîneur, c'est toujours agréable d'avoir des infos médicales sous réserve du secret médical, machin, mais d'avoir un retour de la part du médecin qui a vu le patient, comme ça, nous, derrière, on peut travailler de manière beaucoup plus optimale, en fait. Donc, pour le commun des mortels, c'est des petits mails, des petits échanges comme ça, c'est plus intéressant. Mais c'est faisable. Ça prend du temps, mais c'est faisable. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre comme interaction avec l'entraîneur? Ça t'est déjà arrivé de stopper un peu un athlète? Ouais. C'est l'autre interaction. C'est, comme je te disais, c'est le diagnostic. Tu prise en charge une pathologie qui est grave, tu dois arrêter l'athlète. Les entraîneurs, quand c'est des choses graves, ils n'ont pas trop de mal à arrêter l'athlète. La complexité, c'est quand c'est des choses qui sont pas forcément graves et qu'il y a des enjeux sportifs qui nécessitent que l'athlète, peut-être pour l'équipe, pour le sponsor, pour la marque, pour les qualifications, pour les enjeux, doivent concourir. Typiquement, c'est l'athlète qui va tomber malade, il a une rhinite, une pharyngite, une angine, il a un peu de fièvre. En soi, c'est pas catastrophique, mais il doit courir le lendemain. Sauf que s'il a de la fièvre, il y a un risque qui est très rare, mais c'est que ça se mette sur le cœur, que ça fasse des complications cardiaques. Et là, se pose la question, ouais, mais demain, c'est les qualifs pour les championnats du monde, je sais pas quoi, s'il la fait pas, il fera pas les championnats du monde. Donc on a des discussions qui sont de temps en temps assez animées avec les entraîneurs. Après, nous, on a un pouvoir qui est assez important, c'est que nous, on peut faire une contre-indication médicale. C'est-à-dire que si moi, à un moment donné, je vois que l'entraîneur, la direction sportive, veulent absolument mettre un mec en compétition alors qu'il y a un risque notable pour la santé de l'athlète, moi, je peux émettre un certificat de contre-indication que je garde avec moi, que je donne à l'athlète et que je vais transmettre à son entraîneur. Et si après, l'entraîneur décide de le mettre en compétition ou que l'athlète décide d'aller en compétition, c'est leur propre responsabilité aussi. Ça, c'est un truc qui est un peu compliqué. Franchement, sincèrement, ça m'est jamais arrivé. Ah ok, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé parce qu'en fait, il faut discuter avec les gens et à un moment donné, on arrive toujours à trouver des solutions, des terrains d'entente. Puis concrètement, un mec qui est malade, il sera jamais performant. Enfin, faut essayer de trouver un terrain d'entente. On y arrive tout le temps et même avec des athlètes qui vont faire le Tour de France, on y arrive aussi. Donc je pense qu'à un moment donné, les gars qui vont faire le triathlon départemental, je sais pas quoi, c'est pas grave s'ils ratent une course. Enfin... des fois, ça dépend. Hein. Ok, ouais, donc les interactions avec l'entraîneur sont assez fréquentes. Avec un kiné, est-ce que ça t'arrive? Alors là, je pense que c'est encore plus. Parce que c'est vrai que là, on a vraiment le cas de l'athlète amateur. C'est-à-dire, souvent, on va chez son médecin du sport parce que on s'est un peu tordu la cheville. Et vu que c'est pas la première fois, on sait très bien qu'il va falloir faire 10, 20 séances de kiné. Donc, on y va pour choper la sacro-sainte ordonnance. Et est-ce que toi, ça t'arrive de bonifier un peu le truc? C'est-à-dire que le kiné, au lieu de lui dire faites ceci, faites cela, enfin faites 20 séances, quoi, tu muscles un peu ton jeu en apportant des arguments. Après, c'est l'intérêt de mon travail de médecin du sport, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement des prescripteurs et des donneurs d'ordonnances, malgré ce que certains patients peuvent penser, c'est peut-être le cas, hein, mais on n'est pas là non plus pour donner des ordres au kiné. Le kiné, en fait, il est responsable de ses soins, il fait aussi un bilan, un diagnostic. D'ailleurs, il doit normalement, légalement, nous faire un retour diagnostic kiné, peu importe, mais au-delà des choses légales, au-delà des décisions, je pense que c'est de la communication. Nous, on est là pour faire du diagnostic, prescrire des examens si besoin. Moi, mon job, je reçois un patient, tu parles d'une entorse de cheville, par exemple, il s'est foulé la cheville, il va dire une entorse. Moi, mon job, c'est de me dire quelle entorse, quel facteur de risque on produit cette entorse, quelle est la gravité de cette entorse, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui s'est cassé dans l'affaire, un os, un autre ligament, un truc un peu plus compliqué, pour orienter les examens, est-ce qu'il y a besoin de faire tel ou tel examen, parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais les examens, on peut en faire
comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on va pas dire au radiologue ce qu'il faut regarder quand il va faire l'examen, à tous les coups, il passe à côté de quelque chose. Donc il faut bien examiner les gens, se dire je recherche ça, on fait un examen, c'est que ça a un intérêt, il faut que ça change une prise en charge derrière. Ça, c'est mon travail, c'est de dire, là je pense qu'il faut faire cet examen parce que ça a un intérêt, ou là il faut pas faire cet examen parce que de toute façon ça change rien. Donc ça, c'est la première chose. Puis ensuite, moi, généralement, je fais une ordonnance pour le kiné pour les remboursements. Et je fais une lettre au kiné juste de manière annexe pour lui expliquer ce que j'ai observé, ce que je pense comme diagnostic ou les éventuels résultats d'examen. Et lui, ça va l'aider dans son diagnostic, dans son bilan, à mieux faire sa rééducation. Parce qu'une rééducation d'entorse de cheville, c'est pas la même pour tout le monde. C'est individualisé en fonction du bilan, en fonction des déficits, en fonction de plein de choses. Et donc, du coup, c'est un peu l'apport du médecin du sport en théorie. Alors après, je sais bien comment ça se passe en pratique sur le terrain. Il y en a, ils demandent une ordonnance au médecin pour aller voir le kiné, machin. J'ai rien contre ça, mais je pense qu'à un moment donné, on est tous des professionnels de santé. Le kiné, par exemple, maintenant, on parle beaucoup d'accès direct à la kinésithérapie, c'est-à-dire c'est des patients qui se font mal à la cheville, qui peuvent aller voir directement leur kiné. Je suis pas là pour rentrer dans les débats de savoir si c'est bien ou pas bien, mais c'est bien d'aller voir un kiné quand on s'est tordu la cheville, ça c'est sûr. C'est les spécialistes de ça, ils vont rééduquer. À un moment donné, il y a peut-être aussi besoin d'un médecin du sport. Le kiné sera réorienté vers un médecin s'il sent qu'il y a un truc qui va pas et qu'il y a besoin d'aller plus loin dans les examens. Donc on est là pour travailler ensemble. Et autre chose que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans l'esprit des gens, il y a toujours le médecin ordonne au kiné, ordonne au préparateur physique. Je pense qu'on n'est pas dans la supériorité, dans l'ordonnance, on est dans le travail ensemble. Et moi, souvent, clairement, les kinés, ils connaissent beaucoup mieux l'examen ostéo-articulaire que moi, pas mal de choses. Par contre, j'aime bien avoir les retours des kinés. Le kiné me dit, tiens, mais j'ai ça, et on travaille ensemble. Et vraiment, ça change un peu avec la nouvelle génération de kinés et de médecins. Ça s'installe un peu comme ça prend du temps, mais je pense que pour l'athlète, c'est bénéfique de communiquer comme ça. Donc, relation avec le kiné, oui, c'est très régulier. Dans une équipe pro, c'est quotidien. Chaque fois qu'on est en course, s'il y a un médecin, un kiné, moi, je fais un débriefing tous les soirs avec le kiné. Un débriefing autour de l'apéro, souvent. On lit l'utile à l'agréable. Voilà, c'est ça. On fait un petit débriefing de ce qui s'est passé dans la journée, de ce que lui a pu observer dans ses soins, moi aussi. Et puis, je fais un petit message au directeur sportif ou à l'entraîneur qui est en course, par exemple, pour que lui, il ait des infos tous les soirs et qu'il puisse adapter sa stratégie de course le lendemain. Donc, c'est vraiment, que ce soit entraîneur ou kiné, c'est des gens, quand on est en course, ou même indépendamment de ça, en haut niveau, on est en lien. Je crois que c'est les deux personnes avec l'athlète, avec qui on discute le plus dans le staff. Je mets kiné ostéo dans le même paquet. Tu vas sûrement peut-être me poser la question, mais je les mets un peu dans... Alors, je pourrais revenir dessus, c'est des indications un peu différentes, mais c'est des professionnels avec qui on travaille aussi énormément. Parce que moi, j'avais l'exemple justement inverse de l'ostéopathe. Je connais très bien mon ostéopathe qui est très qualifié et qui, en plus d'être ostéopathe, est aussi entraîneur et nutritionniste, donc c'est vrai que tu pourrais vite faire beaucoup de choses uniquement avec lui. Mais par exemple, l'autre fois, je m'étais fait une entorse, puis j'avais plutôt mal, tu vois, c'était un peu violent comme entorse. Et il m'avait dit ouais je veux bien te manipuler et tout, bien sûr pas de souci, d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire. Par contre, vu comment t'as mal, fais une petite imagerie médicale avant quand même, que je sois sûr de mes manipulations. Il a dit moi je vais arriver, tac tac tac, je vais bouger le truc, il y a des cas de figure où je pourrais pas faire pile poil ce que j'ai prévu, donc fais-moi une petite image avant. Donc là tu vois, il s'est mis un peu en retrait. Et il a remis justement l'imagerie médicale au-dessus. Ouais, c'est une très bonne démarche. C'est que lui, il s'est dit, faire attention, je ne vais pas faire n'importe quoi non plus, il y a besoin de ça. Donc, c'est un très bon exemple de fonctionnement pluridisciplinaire autour de ta problématique. Et toi, ce serait quoi les échanges que tu aurais avec un ostéopathe justement qui suivrait un patient depuis longtemps? Franchement, les mêmes qu'avec un kiné. Exactement les mêmes. La seule différence, c'est que, alors bon, je vais encore parler longtemps, mais l'ostéopathie, c'est un peu particulier dans le sens où il y a des formations diverses. Il y a des gens qui sont ostéopathes médecins, des gens qui sont ostéopathes kinés, et il y a des gens qu'on appelle les nini, qui sont ostéopathes et qui n'ont pas de formation ni de médecin ni de kiné de base. Il y en a pour tout. On les appelle comme ça, les nini. Mais en fait, maintenant, ça s'est un peu plus codifié avec les écoles d'ostéopathie. Ça s'est un peu unifié en termes de niveau de connaissance. Mais il faut que les patients aient conscience de ça, dans le sens où vous pouvez renseignez-vous sur la qualification de votre ostéopathe et qui vous allez voir. Je dis pas qu'il y a des gens qui sont plus compétents que les autres. Je pense que chacun a ses compétences. C'est comme les médecins du sport, en fait. Il faut aller en voir un qui est peut-être lié à sa pratique. Peut-être, ouais. Parce que moi, je suis intimement persuadé, mais même pour un kiné, les spécialistes de l'appareil locomoteur, c'est la même chose que pour nous les médecins. Il y en a qui sont spécialisés dans la rééducation du ligament croisé chez le footballeur. Ils sont très compétents dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a d'autres kinés qui sont spécialisés moi j'ai des amis mais qui sont kinés spécialisés dans la course à pied.
et qui ont un point de vue un peu différent parce qu'eux, ils vont analyser aussi tout ce qui est foulée, tout ce qui est un peu impact biomécanique, un regard que va peut-être pas forcément avoir un kiné spécialisé de l'épaule dans le handball, par exemple. Et oui. Il va avoir un autre regard sur le geste sportif. Donc pareil, vos kinés, vos ostéos, parfois, ils ont une surspécialité et c'est intéressant à connaître. Ok. Alors après, un autre cas de figure où tu peux interagir, c'est avec le nutritionniste. Ouais. Alors là, c'est vrai que en trail, prendre un entraîneur, c'est devenu assez banal, en triathlon aussi. Il n'y a qu'en cyclisme où c'est peut-être un peu en deçà, parce que souvent il y a l'entraîneur de l'équipe, même quand on est jeune. Mais en trail et en triathlon, par exemple, deux autres sports d'endurance, c'est vrai qu'avoir son petit entraîneur perso à distance, via Dolio par exemple, c'est assez pratique, ça commence à être même dans le milieu amateur. Et de plus en plus, on voit aussi le nutritionniste. Alors peut-être qu'il va intervenir pour rééquilibrer le gars pendant 3 mois dans l'année, mais néanmoins, ça commence à pointer un peu le bout de son nez. Et là, je pense que tu peux pas mal interagir avec lui. Ouais, comme je te dis, moi j'ai une formation assez aboutie en nutrition, micronutrition, tout ça. Et du coup, moi ça fait partie de mes passions dans le sport d'endurance. Et donc ça fait partie des choses que j'étudie et des professionnels avec lesquels j'interagis au quotidien. Alors je reviens encore une fois, on parle de définition, on a parlé d'ostéopathie, il faut bien faire attention, diététicien, nutritionniste. Ah oui. Il y a des choses particulières. Le seul titre légal à l'heure actuelle, c'est diététicien, donc c'est une formation, un BTS diététique. Nutritionniste, c'est un titre qui n'a pas de valeur réglementaire. Donc on peut être diététicien nutritionniste, on peut être médecin nutritionniste si on fait des formations en plus. Ah, okay. Mais on ne peut pas être que nutritionniste, ça n'existe pas. Alors après, vous verrez fleurir de manière normalement pas légale, mais c'est pas encore bien contrôlé. Il y a des décrets pourtant qui le disent, mais c'est pas bien contrôlé. Des gens qui sont experts en nutrition sportive, coach en nutrition sportive, accompagnant en nutrition sportive, Herbalife, machin, ce que tu veux, j'en passe, tutti quanti. Faites attention, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais moi je suis allé voir un diététicien et je trouve qu'il n'a pas des connaissances majeures, et je suis allé voir quelqu'un qui n'a pas forcément ses formations, qui s'y connaît beaucoup. Il y a le bon et le mauvais diététicien. On n'est pas là pour critiquer, mais il y a quand même des connaissances de base, et on va y revenir peut-être juste après. On va parler de préparation mentale. C'est pareil, psychologue ou pas psychologue, ah oui, c'est la même chose. Donc faites attention à ces dénominations, diététicien, nutritionniste. Et après, c'est des gens avec qui moi je travaille quasi quotidiennement, parce que la grosse problématique, c'est que moi j'ai une approche un peu plus médicale. On va faire des prises de sang, je vais quand même avoir besoin de 2-3 informations au niveau de l'alimentation au quotidien, donc je questionne les athlètes. Mais je vais vite aller voir le nutritionniste diététicien qui, lui, va être plus au contact pour faire, par exemple, les plans alimentaires au quotidien ou donner les grands axes de travail. Si tu veux, moi, je ne vais pas dire à l'athlète combien de grammes de poulet il faut qu'il se cuise, à quel moment, machin. Par contre, je vais lui dire, il faudrait que tu augmentes ta dose d'antioxydants ou que tu apportes un peu plus de protéines à tel moment. Et là, c'est le diététicien derrière qui va travailler au quotidien avec lui. Lui, il va aller chercher la dénomination des aliments en fonction des recommandations que toi tu fais par rapport à la prise de sang. On va travailler de concert parce que les diététiciens, malheureusement, n'ont pas le pouvoir de prescription. Donc ils ne peuvent pas ordonner une prise de sang. Alors ils peuvent dire ce serait bien que tu ailles analyser ça. Toi, tu peux aller au laboratoire. Finalement, tu peux, dans une démarche de préservation de la sécurité sociale, l'athlète peut lui-même payer sa prise de sang sans ordonnance. Ouais, c'est ça. Si demain je vais au labo, je dis je veux ça, ça, ça et ça, ils peuvent quasiment rien me refuser. Du moment que je paye. Dès l'instant où tu payes, la seule différence c'est que si tu vas voir un médecin, tu as une partie qui est remboursée par la Sécu en fonction de la convention de ton médecin. Et il y a une partie qui est remboursée par la Sécu. Ton diététicien peut te dire on fait une analyse nutritionnelle assez poussée. Moi, je peux te prescrire la même. Il y a des choses qui sont pas remboursées. En général, elles sont très peu remboursées. Très d'expérience. Sur 400 €, tu arrives à récupérer 50. Mais d'ailleurs, à ce sujet, franchement, c'est pas grave, c'est du bonus. Non, mais moi, je suis assez effaré de voir. On parlait de triathlètes juste avant. Même de cyclistes parfois, même de trailers qui sont capables de mettre 1000 balles, 1200 balles, 1500. On va compter tout, les trajets, les courses, les paires de pompes, les sacs, les bâtons, la bouffe. Et qui, en fait, à côté, se disent parfois, tiens, j'ai un médecin spécialisé en nutrition, il m'a dit que ce serait bien d'analyser ça. Mais bon, 280 balles, ça fait chier. Et souvent, c'est une fois dans la vie d'ailleurs, parfois, pour certains athlètes. Ça permet parfois de sortir de des situations assez complexes. On arrive à comprendre le fonctionnement de manière beaucoup plus précise du corps humain sur certaines analyses un peu plus poussées. Donc je pense que ça se défend. Et là, je parlais que de trailers, mais quand on parle de cyclistes qui sont capables de mettre 200 balles dans des galets en céramique ou je sais pas quoi, pour gagner 0,1 watt, il aurait un meilleur temps peut-être
de faire une analyse micronutritionnelle et, je sais pas moi, de définir le fait qu'il prend pas assez d'oméga 3 ou j'en sais rien et qui lui ferait gagner beaucoup plus dans l'adaptation de ses charges d'entraînement, par exemple. Donc c'est compliqué encore un peu à mettre dans les mœurs, mais le suivi nutritionnel c'est important. Faites attention aux professionnels avec qui vous travaillez et nous, médecins du sport, on communique énormément avec eux. C'est pas pour autant, moi je suis pas diététicien, comme je suis pas kiné, comme je suis pas ostéo, comme je suis pas entraîneur, mais par contre je travaille avec ça. Tu as suffisamment de connaissances pour parler avec le gars et l'orienter, et puis lui après il va avec sa spécialité. Ouais. Et d'ailleurs la nutrition, j'ai un vrai, hein, mais ça n'arriverait à personne, ça ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de se dire je vais m'entraîner la veille d'une course à pied. La nutrition, c'est pareil, c'est du quotidien. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point la nutrition du quotidien est hyper importante dans la capacité de notre organisme à être en bonne santé, mais aussi à s'adapter aux charges d'entraînement qu'on va lui proposer. Donc, dans les sports d'endurance, souvent, les charges d'entraînement sont assez importantes. Il y a de la préparation physique. Et la nutrition joue énormément là-dessus. Et moi, chaque fois que je suis des athlètes, je pense que je ne peux pas suivre des athlètes sans parler de nutrition, c'est impossible. Enfin, en endurance, c'est impossible. Nous, dans le cyclisme pro, on a un peu l'exemple abouti de ce qui peut se faire en nutrition du sport parce qu'il y a les moyens, parce qu'il y a les compétences. Parce que tu viens jusqu'à faire la cuisine pour l'athlète. Ouais, et puis on en arrive aux limites de ce nous, on fait des bilans à 400 balles pour tous les athlètes en début de saison, 2, 3, 4 fois dans la saison. Bon, bref, on va très très loin dans certaines choses. Mais après, ça en revient à s'intéresser à la nutrition au quotidien. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et là, tous les auditeurs de ce podcast-là devraient penser à ça. C'est l'entraînement, oui, mais la nutrition, c'est aussi important. Ouais, parce que finalement, l'entraînement, tu es là pour casser, pour mieux reconstruire. Et le problème, c'est que si la nutrition, elle est un peu défaillante, tu reconstruis pas comme ce que tu aurais aimé sur le papier. Quoi. Exactement. Qu'est-ce que tu... Donc le nutritionniste, à part lui dire, bah voilà, c'est vrai qu'on a fait telle prise de sang, le mec, il manque de fer, faut que tu réorientes ton gars, là. Qu'est-ce que tu peux voir avec lui c'est problème. Alors, deux choses, il y a des diagnostics où au début de saison, tu vois, comme je t'ai dit, je discute avec eux, on va travailler là-dessus. Après, souvent, il y a les prises de sang, des fois, il y a des tests un peu complémentaires qu'on peut faire qui intéressent les nutritionnistes. Nous, ce qu'on fait, c'est un peu, ça peut paraître un peu extrême, mais on va essayer d'analyser la réponse glycémique pendant l'effort ou en dehors de l'effort, avec des capteurs. Je pense que tu connais un petit peu les capteurs qu'on pose, là où on arrive à voir comment varie la glycémie, par exemple. Ben ça peut être intéressant pour... étudier la stratégie de la nutrition à l'effort, quelle boisson je vais utiliser dans les sports d'endurance, quel est l'impact de cette boisson sur ma glycémie, mon taux de sucre dans le sang. Et ça, par exemple, c'est un truc, c'est une thématique pour laquelle j'échange avec les nutritionnistes, par exemple. Ah oui, donc là, on n'est plus dans l'alimentation du quotidien, mais dans l'alimentation à l'effort. Ça, peut-être, ça touche plus de monde, parce que bon, le gars, il est marié, il a 2 enfants, il a un job à plein temps, ça le fait kiffer de faire un Ironman tous les 3 mois. Tu lui parles de l'alimentation du quotidien, ouais, mais ok, mais il faut se lever à 6h pour aller au boulot, machin, truc, bidule, le midi, je suis obligé d'aller à la cantine parce que je peux pas emmener mon tupperware, tout ça. Bon, ça le fait chier, quoi, l'alimentation au quotidien. Par contre, effectivement, tu vas lui parler de son alimentation pendant l'Ironman, il va être déjà plus réceptif. C'est la première porte d'entrée d'ailleurs, quand on parle de nutrition avec les athlètes. Je vais pas leur dire, le matin, tu rajoutes des oléagineux dans la ration, ça marche pas. La première porte d'entrée, c'est tu prends quoi comme gel, comme barre et comme boisson de l'effort. Parce que ça parle à tous les athlètes d'endurance. Après, tu as un peu la récup, tu as un peu ce qui se passe avant l'effort. Donc là, dans ces thématiques-là, le nutritionniste, il intervient aussi, effectivement. Ah oui. Parce que même une stratégie nutritionnelle à l'effort va dépendre de l'état de santé de notre athlète au quotidien. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup, par exemple, au microbiote, à la paroi intestinale. Il faut savoir qu'une quantité X de glucides absorbés va pas être la même chez toi, chez moi, en fonction de notre microbiote. Donc c'est pour ça qu'en fait... je vais un peu plus loin que les recettes proposées des gens en disant il faut tant de grammes, tant de grammes, tant de grammes. Et oui. On va essayer d'être plus individualisé. Et là, le nutritionniste, il intervient là-dedans, clairement. Oui, parce que si toi, tu arrives, admettons, médecin du sport un peu débutant, mais volontaire, tu vois, qui veut progresser et tout. Le gars arrive en consultation et tu lui dis, en fait, vous faites un effort de 6 heures, et du coup, il faut que vous mangiez chaque heure 80 grammes de glucides. Et l'autre, il repart avec ses barres, ses gels, et vas-y, je m'empiffre et tout. Et problème, en fait, il n'est pas capable de les assimiler. Ouais. Et du coup, le nutritionniste, son rôle, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il respecte la consigne du médecin, que le mec arrive à bouffer plus ou moins 80 grammes, et donc il faut faire tourner les aliments. Ouais, c'est ça, et qu'il soit en bonne condition de santé pour les assimiler, ces 80 grammes. Donc, c'est tout le travail du nutritionniste et du médecin.
Ça, peut-être, ça arrive dans un second temps. C'est-à-dire, tu dis au mec, faut bouffer 80 grammes. Enfin, c'est un exemple, encore une fois. Le gars, il va dans le mur parce qu'il n'arrive pas. Puis après, tu lui fais, eh ben oui. Parce que l'alimentation au quotidien, elle suit pas. Et moi, ce que je dis aux athlètes, vraiment, c'est ça. C'est en fait ce qui va se passer à l'effort. C'est ton corps au quotidien qui va permettre que ça se passe bien à l'effort. Parce que souvent, les gens, ils sont trop focus sur qu'est-ce que je prends pendant l'effort. C'est déjà bien hein, de s'y intéresser. Mais en fait, vraiment, d'être sûr d'avoir une machine qui est bien rodée, c'est pas le jour de la course où tu te dis, je vais mettre un nouveau dérailleur quoi, pendant la course. C'est, non, mon dérailleur, il marche bien depuis quelques temps, c'est rodé, j'arrive en course, c'est rodé. Quoi. Et le nutritionniste, il est là. Et il est aussi là, puisqu'on parle de pendant l'effort, pour nous accompagner parfois sur des stratégies nutritionnelles qu'on va mettre en place en course. Des boissons de l'effort de nos partenaires, parce que voilà, par exemple dans le cyclisme pro, on a des partenaires qui nous donnent des boissons, des compléments alimentaires, et ça c'est des choses qu'on va tester aussi à l'effort. Donc le nutritionniste, on va mesurer pas mal de choses, ce serait trop long à expliquer là, mais on va essayer de regarder à quels athlètes ça convient pas, pendant quel type d'effort. Donc on communique aussi avec les entraîneurs là-dessus en se disant bah tiens, telle boisson elle est bien en fin de course pour tel athlète, mais pas pour lui, enfin voilà, pour aller jusque là. Et c'est ça qui est passionnant dans cette discussion, qui est même plus simplement médecin nutritionniste, mais médecin nutritionniste athlète, entraîneur. Ah oui, parce que tu peux avoir des... Tu vois, par exemple, tu as des gens, des fois, ils te posent des questions, ils me disent ouais, moi, j'ai pas trop de budget et tout, mais je veux faire attention à ma santé. À ton avis, c'est quoi le meilleur complément alimentaire? Je dis, tu peux pas répondre. Ouais. Ah non, je fais pas. Impossible. Je dis, commence par bien manger déjà, et ça en sera fait... le meilleur de tes Ah oui, mais non, mais pardon, moi, ce que je voulais plutôt dire, c'est qu'en fait, si je sais pas, peut-être que pour moi, mon plus gros défaut, ça pourrait être, je dis une connerie, c'est la balance oméga 3, oméga 6. Du coup, c'est vrai que si j'ai 25 € à mettre tous les mois, il vaut mieux les mettre dans les oméga 3 que dans de la vitamine D, par exemple. Non, mais ça, je suis d'accord. Peut-être que pour mon voisin, ça va être l'inverse. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, dans toutes les thématiques que tu as abordées, la science de l'entraînement, elle le dit quand même relativement bien. On a tous des points forts, des points faibles physiologiques. Ça peut être sur notre capacité aérobie, notre force, l'élasticité musculaire, le psycho, l'excentrique, j'en sais rien. Et la nutrition, donc je sais pas moi, l'équilibre inflammatoire. Et en fait, on progressera beaucoup plus à investir de l'argent de manière beaucoup plus ciblée sur nos points faibles qu'on va réussir à améliorer. Là, on va beaucoup progresser que si on met beaucoup d'argent sur des petits détails. Typiquement, c'est le roulement en céramique du vélo, quoi. Ouais. C'est le roulement en céramique du vélo versus je perds mon kilo de trop. Ben, je pense que perdre ton kilo de trop sera beaucoup plus rentable que de mettre un roulement en céramique, surtout au rapport argent dépense. Donc, Ouais, je sais, je viens d'acheter un nouveau cintre. Ok, ouais. Après, tu peux dialoguer aussi avec un préparateur physique. Alors, un préparateur physique, moi, je verrais plus. Le mec, c'est pas l'entraîneur, mais c'est le gars qui est responsable de la version un peu musculation. Parce que c'est vrai que maintenant, n'importe quel sportif a plus ou moins compris qu'en fait, à un moment donné, il va falloir soulever des poids. Évidemment, pas n'importe comment. Et du coup, quand il le peut, il fait appel à un préparateur physique. Alors, ça peut être quelques cours en salle. Ça peut être une application avec des vidéos, voilà. Mais le préparateur physique, toi, est-ce que tu vas te servir? Est-ce que tu vas dialoguer avec ce mec? Ouais. Pareil, j'ai fait à chaque fois la même chose. Préparateur physique, tu peux avoir plusieurs personnes qui sont préparateurs physiques. Oula oui, oulala. Encore une fois, c'est toujours le même débat. C'est que tu peux avoir des kinés qui ont fait une formation de préparation physique. J'aime bien ce genre de profil-là parce que souvent ils ont un aperçu aussi blessure, santé, préparation physique et ils ont une approche qui est un peu globale et c'est très bien. Un petit peu comme Cap Prévention qu'on a eu sur le podcast avant. Par qui exemple. Eux sont deux kinés, mais qui, une fois qu'ils ont fait un peu le bilan, le mec il s'est tordu la cheville, pourquoi et tout. Hop, derrière, le patient, pas de bol, il va avoir un programme de rééducation avec des poids pendant 2 mois. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est intelligent de faire comme ça. Enfin, oui, la science le définit comme ça, c'est logique. Tu as des gens qui sont uniquement préparateurs physiques, qui ont aussi d'énormes compétences. Tu as des entraîneurs qui sont formés en préparation physique aussi. Et d'ailleurs, tu as des entraîneurs qui sont aussi formés en nutrition du sport, pour rebondir sur le sujet d'avant. Bref, peu importe, encore une fois, il n'y a pas de bon, de mauvais. La préparation physique, pareil, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans le cadre du sport. On ne va pas proposer la même préparation physique à un athlète qui fait du trail court, du kilomètre vertical, de l'ultra-trail, à un cycliste qui est sprinter, pistard, à un vététiste. Donc il faut connaître un peu les spécificités du sport. Et la deuxième chose aussi importante, c'est que la prep physique, alors il y a plusieurs grades, si on n'a pas beaucoup de moyens, on en fait un petit peu, c'est mieux que rien. Donc on prend un plan à droite à gauche, un entraîneur qui nous fait faire des squats, des fentes, bon, ok. Ou soit on se dit, je vais faire quelque chose d'intelligent, comme pour la nutrition, je vais voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment, je fais un bilan de préparation physique, je mesure des déficits de force, d'endurance de force, des profils force-vitesse, des choses intéressantes par rapport au sport qu'on veut, pour ensuite derrière travailler les choses de manière plus intelligente, plus ciblée, dans un but bien précis. Prévenir les blessures, augmenter la force, améliorer l'endurance, être plus économe sur un ultra-trail. Et vraiment, les préparateurs physiques, moi je travaille avec beaucoup de gens d'horizons complètement différents,
Mais c'est hyper enrichissant et souvent c'est négligé par les sportifs d'endurance. La préparation physique, tu vas dans le foot, dans le rugby, dans le hand, dans le basket, ils en bouffent. T'arrives, tu vas voir un trailer, tu vas dire bah là, va falloir faire de la prep physique. Je crois que c'était une de nos premières discussions quand on s'est rencontrés. Ah bon? Ah, je m'en souviens pas. Et on avait discuté aussi avec d'autres athlètes. À chaque fois, je leur dis mais tu fais de l'ultra, faut que tu fasses de la prep physique en fait. Enfin, ça fait partie intégrante de ta préparation. Et puis souvent, on va me dire ouais mais je suis pas élite, je veux pas gagner. Oui, non mais d'accord, tu veux pas gagner peut-être, mais tu veux faire quoi? Tu veux finir ton ultra? Tu veux pas être blessé? Eh ben, la préparation physique, elle entre dans ces deux cases aussi. Il n'y a pas que le côté performance pure et dure, il y a le côté je suis finisher, je suis content de moi, je suis en bonne santé, je suis pas blessé, et ça touche vraiment tout le monde, tout le commun des mortels qui veut faire un track par exemple. Donc moi j'insiste en tant que médecin, donc je suis en communication avec les préparateurs physiques. Je te le cache pas, un petit peu moins que les kinés parce que souvent ils ont un plan, ils le font. Je suis plus en communication avec eux quand il y a des blessures pour leur dire bah tiens il y a telle blessure, il faudrait peut-être je sais pas éviter de travailler l'endurance là-dessus, qu'est-ce que tu en penses, enfin, je discute un peu avec eux sur des thématiques comme ça quoi. Ouais, est-ce que tu peux donc par exemple l'athlète n'a pas forcément de préparateur physique parce que à un moment donné c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens et le temps. Puis il vient de voir parce que voilà, bon, c'est pas handicapant, mais quand même, à chaque fois qu'il fait une course longue, bah, c'est toujours le tendon rotulien qui l'agace ou le TFL qui va venir le titiller au bout de 6 heures d'effort. Il comprend pas, ça l'agace un peu parce que lui il veut aller sur du plus long. Et toi à ce moment-là, est-ce que tu sors la carte? Ah tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Ouais, c'est souvent. Alors souvent, c'est quand c'est la blessure, il y a la case kiné qui va amener la préparation physique derrière, avec des gens comme tu connais. Le plus dur, c'est d'amener la préparation physique quand il n'y a pas de blessure. De dire aux gens, fais-en, mais lui, il dit, ouais, mais je suis pas blessé. Et c'est comme, mais il faut que tu manges plus de légumes. Ouais, mais là, ça va pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Quand il y a une blessure, les gens prennent un peu conscience en se disant, ok, alors souvent, ils font. Et dès que ça va mieux, ils arrêtent de faire. Ah oui, et ça, c'est le problème. Oui. Et la deuxième problématique de la préparation physique, c'est ils font pendant une saison, ça se passe bien, on fait la coupure. On en a parlé. Tu fais ta coupure annuelle, tu reprends un peu l'hiver, et puis nous, en montagne, ici, tu te dis, bah, je vais faire un peu de ski, parce qu'il y a de la neige, j'en profite, c'est sympa. Tu as moins d'impact, et en début de saison, tu reprends Ardidon, c'est les crosses, c'est tout ce que tu veux, tu vas comme un bourrin, tu vas au club, tu fais un peu de piste, et en fait, bah, ton corps, il s'est déshabitué, tu n'as pas fait de préparation physique, et donc là, paf, blessure. Et en fait, la préparation physique, elle a toute son importance pour la préparation d'un objectif, mais aussi en début de saison, voire même en préparation de début de saison. Le meilleur exemple, c'est les footballeurs. Les footballeurs, quand ils reprennent leur saison mi-août, en Ligue 1 ou en Ligue 2, là, fin août, en fait, ça fait déjà un mois qu'ils sont retournés sur les terrains, et au début, ils vont pas taper la baballe et tirer des coups francs. Au début, ils sont en salle de préparation physique, et on y va, et on réhabitue le corps progressivement à faire ces charges-là. Et en sport d'endurance, ça, souvent, on voit cet effet un peu on-off. Les gens, ils préparent une compète, ils arrêtent complètement, puis après, ils repartent comme avant. Et donc, la préparation physique, c'est ultra important. Et comme tu dis, après, l'autre problème, c'est qui c'est que je vois pour faire ma préparation physique. Parce que tu as vu tous les acteurs dont on parle autour de l'athlète. Moi, je suis médecin, je suis un peu je gravite autour de tout ça. Mais si tu commences à dire... l'ordinateur central. Ouais. Si tu commences à dire, j'ai un kiné, un ostéo, un nutritionniste, un préparateur physique, un entraîneur, un médecin, un préparateur mental, et puis, je sais pas moi, un psychologue, à un moment donné, il faut aussi que tu aies un bon chéquier. Parce que ça fait du monde, tu vois. Après, tu n'es pas obligé de les voir régulièrement. Non. Tu peux partir sur... Et puis, tu n'es pas obligé. Peut-être certains vont avoir plus d'impact à l'année 2022. Année 2023, ça va être un autre qui va prendre la dominance. Et je pense, c'est pour ça tout à l'heure, je te parlais, il y a des personnes qui ont des rôles mixtes. Moi, je suis pas contre ce genre de personnes, au contraire, je pense que ça peut être intéressant et c'est des gens qui cherchent à se former souvent, mais il y a des entraîneurs qui ont une très très bonne connaissance en préparation physique et qui gèrent la préparation physique de leurs athlètes et ça se passe très très bien. Et il y a des entraîneurs qui ont une connaissance minimale de nutrition et qui gèrent des trucs de base qui sont très très bien aussi. Je pense juste qu'il faut savoir où se mettre et à un moment donné, quand on sent que ça dépasse notre champ de compétences, c'est de se dire je vais adresser mon patient vraiment à quelqu'un qui connaît, dont c'est vraiment le domaine. Faut pas se prendre pour des cow-boys non plus, parce qu'il y a aussi des entraîneurs qui se prennent un peu pour des cow-boys, il y a des médecins aussi, enfin, pour quelle spécialité. Qu'on a vu dans le podcast Nolio, alors c'était plutôt la saison 1, on a interviewé Patrick Bringer et Sébastien Cornette, qui sont tous les deux entraîneurs qui entraînent des sportifs de plusieurs horizons, mais ils ont beaucoup de trailers quand même. Et Sébastien Cornette, en fait, lui, maîtrise totalement les exercices de préparation physique. Dès que je mets une photo de kettlebell, c'est le premier à mettre des cœurs partout. Il adore ça, il connaît très bien. Et par contre, Patrick, lui, au bout d'un moment, il a lâché un peu l'affaire. Il a dit bon, moi, je suis quelqu'un, voilà, ça court, c'est l'athlète, c'est le trail, c'est ceci, cela.
Maintenant, faire des exercices en salle, ben, je connais des trucs basiques, mais en fait, ça va pas assez loin. Donc, dans les plans, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, voilà, la base tranquille, c'est ça. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'intéressant, vous allez voir un préparateur physique, et là, il te met le lien de cas de prévention, et c'est à toi de faire ton arbitrage. Mais ça, je pense que c'est un signe de grandeur d'esprit. Je lance des fleurs à Patrick, mais c'est pas pour autant que Seb n'est pas très compétent non plus dans le domaine. Ah bah non, mais lui, il a la double compétence, donc il connaît tu vois, vraiment c'est ça. le truc. C'est pour ça que tu peux pas dire que c'est les deux mêmes, en fait. Ouais, mais c'est un signe de grandeur d'esprit, je reviens dessus, d'admettre qu'on ne sait pas. Et d'envoyer vers des gens qui connaissent. Parce que je pense qu'on peut pas tout savoir. Moi j'ai un peu ce petit défaut-là en tant que médecin du sport. Ma spécialité, c'est la médecine. J'aime bien l'entraînement, j'aime bien la préparation physique, j'aime bien ça, mais je suis pas entraîneur, je suis pas préparateur physique et tout. Donc je pense que le meilleur moyen de faire du bon boulot, quand on se sent limité, c'est de se faire accompagner par des gens qui connaissent vraiment le domaine. Parfois c'est un coût, c'est un investissement, mais il vaut mieux faire comme ça, surtout quand tu encadres des athlètes qui ont un bon niveau. Pour des athlètes lambda, des athlètes qui sont un peu en club, qui préparent des petits objectifs, c'est pas forcément nécessaire non plus à chaque fois de mettre tout le staff, de déployer toutes les cartes comme ça. Souvent on peut faire des choses très très bien. Et comme tu dis, il y a des priorités. Peut-être que cette année, la préparation physique, c'est pas la priorité de l'athlète parce que c'est pas son point faible. Son point faible, c'est déjà perdre les kilos qu'il a en trop, puis de structurer son entraînement. Donc là, il va peut-être avoir deux autres spécialistes. D'autant plus qu'on peut pas tout développer en même temps quand on veut s'améliorer. Il faut mettre l'accent sur une certaine chose. Et d'ailleurs, à ce sujet, en tant que médecin, la problématique, tu le vois, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle de plein de choses. Et on sait qu'en communication, quand on a plus de 5 ou 6 informations, en fait, on commence à oublier. Non, mais pas moi, parce que je suis plus intelligent. Toi, tu notes, j'ai vu, tu as tout noté. Mais, je rigole. Il y a des athlètes, t'imagines, en consultation, tu dis il faut faire ça, puis au revoir. À tous les coups, le mec, il a oublié la moitié des choses. En fait. Ah oui. Donc, vaut mieux prendre le temps, revoir régulièrement. Et ça fait partie du suivi, ça fait partie de mon job, en fait. C'est de revoir les gens régulièrement. Parce que, tu vois, des fois, on se voit, on va parler de nutrition, on va parler d'un truc bien spécifique. Puis la fois d'après, on va parler de prep physique, d'un truc bien spécifique. Et ça, c'est important d'y aller step by step. Ok, ouais. Du coup, on a balayé un peu aussi pour l'athlète amateur. Est-ce qu'on va, pour finir, on va se mettre un peu dans un cas concret. On va faire ce qu'on fait un petit peu ensemble, c'est en gros, on se voit quoi, une fois tous les 3 mois à peu près. Ouais, c'est ça. Toi, donc tu vois, tu reçois ton patient comme ça. Enfin là, c'est moi qui te reçois. Visite à domicile. Voilà, ouais, c'est la classe ultime. Tu déploies quelle palette quand tu arrives chez la personne, quoi. Tu te dis, bon, je viens chez lui, là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ouais, franchement, ça dépend. J'ai pas de réponse à cette question. Ah, ok, je pensais que tu avais une trame. Ah non, j'ai pas. Enfin, j'ai une trame. La première fois qu'on me voit avec l'athlète, en fait. Ah, voilà, ça m'intéresse, la première fois. Il y a déjà la première fois. La première fois, c'est de connaître la personne. Donc, en fait, souvent, la première fois, je propose pas grand chose. J'arrive avec mon ordinateur, tu l'as déjà vu. J'ouvre un dossier qui est un peu vierge, et puis je vais lui demander. C'est un peu interrogatoire policier, en fait. C'est âge, poids, sexe, machin, tes antécédents et tout. Puis on parle de plein de choses, et puis souvent, quand on a fini tout ça, ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Donc, pourquoi? Parce que je vais rentrer dans des détails de nutrition, de prep physique, de machin. Donc le premier, c'est prise de contact. Après, moi, j'intègre le truc derrière, et aussi souvent une demande de l'athlète, parce que l'athlète, il vient pas juste pour dire bonjour, au revoir, il a déjà une problématique. Et ça doit être rarissime que le mec vienne juste pour faire un bilan. C'est ça, l'athlète, la première fois, il va dire, je veux que tu me suives, mais j'ai mal au ventre. Oui, voilà, je veux que tu me suives parce que j'arrive pas à. Donc on oriente un tout petit peu sur cette thématique-là, mais souvent, de toute façon, moi, il y a beaucoup de nutrition, par exemple, ou de physio, souvent, je dis, on se revoit dans tant de temps, et là, j'ai ciblé les points faibles, les trucs à travailler, et là, on va venir, et on va un peu plus pousser là-dessus, que ce soit l'examen clinique, les prises de sang, ce que tu veux, la discussion, l'interrogatoire, on va plus l'appuyer là-dessus. Tu l'as bien vu quand on a parlé de nutrition, par exemple, un jour je suis venu, on a parlé pendant 1 heure de ce que tu faisais au quotidien, qu'on a mis en lien avec ton nutritionniste, donc tu vois, ça fonctionne un peu comme ça. Donc il n'y a pas de trame bien définie, mais c'est prise de connaissance, évaluation des problèmes, puis ensuite, je vais aller dans chaque problème, prendre le temps d'expliquer, et moi j'ai un peu de mal à évoquer tous les sujets d'un coup, comme je te disais avant, parce que tu t'embrouilles en fait, il faut y aller étape par étape. Et avec la planification de l'athlète aussi, on peut se projeter. Par exemple, tu vois, tout à l'heure, on a parlé de ton cas par rapport à l'après-UTMB, je t'ai demandé qu'est-ce que tu allais prévoir l'année prochaine, et je t'ai dit, écoute, la prochaine fois qu'on fera un gros bilan, ce sera début janvier, parce que c'est cohérent par rapport à tes objectifs et tout. Donc on sera peut-être amené à se revoir d'ici là, mais tu vois, on fait les choses étape par étape, et à chaque fois, on évoque ou pas certaines choses. Ça, c'est très individuel, ça dépend vraiment des problématiques. Et tout ce qu'on a dit pour l'instant,
c'est toi le médecin en fait qui vient pallier à des éventuels problèmes du patient. Mais on a fait aussi quelque chose cet été. Alors là, c'est l'exemple de ce qu'on a fait, mais je pense qu'il y en a d'autres. Enfin, tu vas peut-être me le dire. Tu es venu pour m'ajouter quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de besoin particulier. C'est-à-dire, à un moment donné, je t'ai dit, ouais, bah, je vais faire 3-4 semaines en altitude. Et en fait, tu m'as dit, bah attends, si tu vas en altitude, donc moi je savais qu'il fallait prendre plus de fer, machin truc. Mais tu m'as aussi orienté vers d'autres choses. Donc là, en fait, tu m'as amené un apport, parce que je manquais de rien, hein, j'allais réussir sans ça, mais là, tu as bonifié le truc. Est-ce que y a d'autres situations où là, bah, toujours bien sûr sans rentrer dans le dopage, tu peux venir rajouter un petit bonus sur l'athlète? Après, bonus, en fait, c'est de l'accompagnement. Là, tu parlais de l'altitude, je sais pas, moi, il y en a un qui va se dire, là, je vais faire un entraînement pendant un mois, je vais travailler ma lipolyse, l'oxydation des acides gras, je vais manger moins de sucre. Donc, c'est aussi une période où je connais bien les sports d'endurance, c'est peut-être aussi un avantage, je connais bien le trail, je sais comment les gens articulent leur saison, ce qu'ils vont faire, leur méthode de préparation, où ils vont, les objectifs. Je connais un peu les courses aussi pour en avoir fait quand même pas mal. Donc, tout ça, ça me permet, moi, derrière, bonifier, je sais pas, mais j'ai conscience des choses qu'il faut faire en prévention, dans le sens où toi, tu me dis, je vais en altitude. Moi, je sais comment tu vas y aller, je sais où tu vas aller, je connais les sentiers là-bas, je sais ce que tu vas faire à peu près. Je connais à côté, parce qu'on fait un suivi, tes points forts, tes points faibles. Donc là, je suis capable de te dire, avant qu'il n'y ait un problème, avant que tu ne tires pas de bénéfice de ça, je vais te dire, bah, tiens, on va peut-être faire ça, 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 qu'est-ce que t'en penses? Je discute avec toi. Et c'est d'apporter le truc pour que tu tires le plus de bénéfices possible de ce que tu vas faire, que tu sois en bonne santé, que tu ne te déconditionnes pas et que en fait, ça te soit complètement bénéfique, quoi. C'est pas, dans le sens, c'est pas quelque chose que je donne en plus pour améliorer ta performance, parce qu'en soi, tu pourrais très bien faire sans. Mais par exemple, un stage en altitude, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Sauf que le problème, c'est que ça, tu t'en rends compte qu'à la fin de ton stage en altitude. Si tu fais un suivi cohérent de ton athlète, comme je fais, que tu as conscience que l'athlète va faire ça, que tu anticipes, et ça, c'est le maître mot du suivi médical, c'est anticiper et planifier ta saison, tu vas pouvoir te dire, bah, tiens, mon athlète, l'année dernière, il a eu ça, ça, ça comme problème, il va faire ça cette année, donc là, on va faire attention à ça, ça, ça. Puis là, cette année, on va ajouter ça, tiens, mais il y a ça aussi qui est intéressant. Et puis peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait l'année dernière, tu vois, on parlait d'apport sucré glucidique pendant l'effort. Il y a deux stratégies en endurance. Il y a soit j'en apporte pas beaucoup à l'entraînement pour habituer mon organisme à brûler les graisses, en gros, hein, pour être très schématique. Sauf que si je fais ça tout au long de ma saison et pendant l'effort j'en prends beaucoup, je vais avoir mal au bide. Parce qu'il ne va pas comprendre. D'un coup, il y en a beaucoup. Et l'autre chose, c'est de se dire, non, alors à ce compte-là, pour pouvoir en apporter beaucoup pendant l'effort, je vais faire l'inverse à l'entraînement, je vais m'habituer à en apporter beaucoup de manière progressive pour avoir des grosses doses à l'effort. Les deux techniques peuvent marcher pour des athlètes complètement similaires ou différents. Le problème, c'est que l'entraînement, il n'est pas du tout pareil. Il y en a un, on va l'entraîner à basse réserve et l'autre à haute réserve. C'est un exemple, je ne vais pas rentrer encore plus dans le détail, mais pour dire que chez ces athlètes-là, il faut proposer des choses, il faut être dans la prévention, il faut se dire ok, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on s'y tient, on s'y accorde, puis peut-être que toi cette année tu m'as dit je vais faire comme ça, puis l'année prochaine on se dira tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire comme ça? Mais on anticipe, on prévient, on encadre l'altitude, oui, il y a des compléments, il y a des prises de sang à faire, il y a des choses comme ça, mais pour que ça se passe bien. Et je pense que ça, c'est un peu l'apport de la physiologie du sport, de la connaissance du médecin du sport que vous aurez tous sur la physiologie de l'effort. Et c'est la même chose pour les réglages d'un vélo, par exemple. C'est le même problème au début de saison. Quand il change de vélo, il faut refaire les réglages, mais il a tel problème au niveau des ischios, donc on va anticiper, on va faire ça, faire ça. Enfin, moi, je suis très dans la prévention, et c'est pour ça que j'insiste sur le suivi des athlètes. Et après, on n'en a pas du tout parlé pendant tout ça. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu apportes en plus aussi? Il y a aussi le côté... réactivité, tu te fais mal, je vais essayer de trouver une solution. Je connais des gens qui connaissent bien l'urgence. Voilà, l'urgence. Imaginons que tu te blesses, tu vas voir un radiologue, je vais dire attends, moi je connais lui, les radiologues, il s'y connaît mieux dans la radiologie du coup. Parce que même le radiologue, on va aller chercher la spécificité. C'est ça. Et je vais t'orienter peut-être si, imaginons un cas rare, mais tu dois te faire opérer d'un truc, d'un ménisque ou je sais pas quoi, je vais te dire attends, lui je le connais bien, il est spécialiste du genou. Comme je le connais bien, je vais pouvoir le contacter. Ce spécialiste a confiance en moi parce qu'il sait que je lui envoie des patients de manière très cohérente et c'est pas n'importe quoi. Et donc, on va travailler aussi avec ce qu'on appelle un réseau. Et on réseaute beaucoup en médecine. Le verbe n'existe pas, mais c'est aussi l'apport du médecin du sport, c'est qu'il travaille avec des spécialistes de différentes articulations et aussi des nutritionnistes. Par exemple, tu n'as pas de nutritionniste, je vais dire, tiens, va voir lui. Et c'est l'autre rapport du médecin du sport aussi. Au-delà de coordonner tout ce qu'on a dit avant, c'est aussi ça, c'est de répondre à des problématiques aiguës de manière intelligente. Ah oui, alors ça touche en plus la masse de tous les pratiquants, parce que c'est vrai que souvent tu n'as pas tous tes spécialistes autour de toi, et en fait tu vas voir un peu le médecin,
Puis le médecin, il dit, bah ouais, mais là, monsieur, je pense que si vous avez mal à tel endroit, c'est parce que vous mangez mal. Ouais. Alors, je pense que tu peux pas le dire comme ça, Ouais. mais encore que, peut-être que ça te permettra des électrochocs. Et du coup, à ce moment-là, tu lui dis, bon, bah là, il va falloir passer par les cases nutrition. Hein, à mon avis, c'est comme ça que vous résoudrez les soucis. Et là, le mec, il te regarde avec des grands yeux, il dit, putain, faut que je prenne l'annuaire et que je cherche un nutritionniste. Ouais, c'est ça. Toi, tu fais hop, 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 hop. Vous allez aller voir lui. Ouais, ouais, Ok. c'est un peu ça. Et je pense que c'est important pour les patients aussi. Des fois, ils vont voir un médecin, ils ont une ordonnance, puis moi, je vais aller prendre le Promikiné sur Doctolib. C'est bien, hein, mais d'avoir des connaissances, d'aller voir des gens qui connaissent. Tout de suite aller aux soins. Ouais, ouais. Mais de voir des gens qui connaissent, c'est quand même plus intéressant. Dans la pratique sportive, il y a beaucoup de gens qui sont formés dans la pratique sportive un peu partout en France. Donc on arrive à trouver quand même des kinés qui connaissent ça. Enfin, on y arrive. Il faut juste connaître. Et souvent, un spécialiste, quand le patient il est envoyé par un médecin qui connaît, le spécialiste il va avoir confiance à cette prise en charge-là. Il va se dire, mais lui, s'il m'envoie un patient, c'est qu'il y a vraiment quelque chose et qu'il y a un intérêt. Donc je pense que c'est aussi l'apport d'un médecin du sport. C'est ce côté suivi avec la prévention, comme on a dit, apporter le petit plus quand il faut avant de tomber malade, avant sa préparation. Puis aussi le côté un peu réactivité, t'as un problème aigu, je vais te dire, je vais essayer de t'envoyer vers la personne qui saura le mieux répondre à son problème. Ok. Est-ce qu'on a oublié de balayer certains sujets? Un très important, Ah, c'est la relation. Alors là, c'est plus pour le haut niveau, mais je pense que c'est important parce que les gens n'ont peut-être pas conscience de ça. Alors ça touche pas le commun des mortels, mais ça va y arriver tout doucement. C'est la relation avec les partenaires et dans les équipes, et dans les associations, et dans les staffs. C'est qu'en fait, nous, on est tributaires aussi de certains partenaires. On a par exemple un partenaire nutrition, comme on disait, et des fois, on peut pas faire sans. Parce que le partenaire nutrition il apporte de l'argent à l'équipe. Pareil, le vélo, des fois, on a le vélo, mais ça va pas à l'athlète. Mais on est obligé d'utiliser ce vélo-là. On est obligé un peu de bidouiller. Toi, tu as des sponsors aussi. Tu as une marque, je sais pas moi, XY, ça peut être de nutrition, de chaussures. oui, les marques de chaussures qui veulent équiper leurs athlètes avec du textile, mais c'est pas leur cœur de métier, donc il y a un problème d'irritation. Ça peut être ça aussi. C'est ça. Et moi, j'ai déjà eu des problèmes avec des athlètes qui étaient sponsorisés par des marques et qui avaient des chaussures. Il n'y avait aucune chaussure de la gamme qui leur allait, voire même pire, les chaussures leur créaient des pathologies. Et là, tu es un peu embêté parce que tu as deux solutions. Soit il continue à courir avec ça, mais il va pas courir longtemps, il va être blessé, il va faire des saisons pourries. Soit on se dit, il met de côté le sponsoring, il va être plus performant, mais sans montrer la chaussure à la télé et sur des photos. Donc tu vois, on pense que ça, c'est des choses rares, mais c'est très fréquent. Vraiment, c'est très 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 fréquent dans le sport de haut niveau, on va dire ça comme ça. Ça m'est arrivé avec Adidas, en fait. Sur l'ensemble, ils avaient peut-être 8 ou 9 paires. Et en fait, il y en a 2 qui m'allaient bien. Ouais. Donc c'était un peu coton, parce que l'une c'était une chaussure de route, et l'autre c'était une chaussure de trail. Et le problème c'est que j'avais pété avant la TDS, donc après j'ai fait la TDS en chaussure de route. Heureusement il n'a pas plu, c'était bon. Et parce que en fait c'était évident, j'avais les pieds larges, c'était un chausson fin. Ouais. C'est pas que c'était de la mauvaise qualité, c'est juste que chausson fin, pied large, tu pouvais faire la meilleure chaussure que tu voulais, ça y allait pas. Quoi. Donc, j'imagine que ça peut être facile. Ok. Ouais. Donc nous en début de saison, même au cours de la saison. Parce que toi du coup en tant que médecin en fait tu dis ouais t'as un problème, mais ton problème il vient pas de sa sainteté au-dessus de nous, il vient de ton partenaire. Ouais. Et on a un poids dans les décisions. Alors après, on n'est pas les seuls maîtres décisionnaires quand c'est du sponsoring, du matériel et tout, mais moi j'ai l'exemple par exemple, je t'en donne un bon les gens vont reconnaître, mais je vais dissimuler les mots. Mais dans une équipe cycliste qu'on avait, on a changé de vélo pour des nouveaux vélos qui sont les tout nouveaux derniers vélos à la mode, qui font 300 grammes de moins que la version précédente et qui sont le nec le plus ultra des vélos de cyclisme. Voilà, donc tout le monde a repéré la marque et de quoi je veux parler. Et en fait, le changement de vélo, même avec la mise de côte exactement pareil, pour certains athlètes, ça va pas parce que c'est pas la même rigidité, parce que voilà, on a des athlètes qui se blessent. Donc maintenant, on a deux solutions. L'équipementier nous a envoyé les nouveaux vélos, mais toi tu dis, mais s'il continue avec ce nouveau vélo-là, il prépare par exemple le Tour d'Espagne. Ça va pas bien se passer. Est-ce qu'il serait pas plus intelligent qu'il reprenne l'ancienne gamme, parce que c'est la même marque, mais l'ancienne gamme du vélo, et qu'il fasse son Tour d'Espagne avec cette ancienne gamme pour qu'il soit pas blessé et accessoirement qu'il termine. Et donc tu vois, il y a des discussions, et là le médecin, t'as quand même un peu de poids parce que tu dis, non mais moi je vous dis que c'est à cause... Alors, faut avoir des billes derrière à défendre, mais il faut dire, c'est à cause de ça, on a le même problème avec les boissons de l'effort. Moi quand je suis arrivé dans une de mes équipes, les boissons c'était pas top. Et le problème, c'est que cette marque-là, à l'époque, nous permettait d'avoir des accessites pour des grands tours, des monuments, des classiques.
Et donc, si on voyait pas le nom sur le bidon, on était un peu emmerdé. Donc après, du coup, on trouvait des stratagèmes. C'était pas forcément la boisson qui était indiquée sur le bidon qu'on mettait dedans. On avait notre propre boisson. Mais tu vois, c'est pour te démontrer tous les liens un peu qu'il peut y avoir et notre rôle à haut niveau aussi en tant que médecin, c'est d'avoir des discussions avec tous les professionnels qu'on a cités juste avant, mais aussi parfois avec des représentants, des partenaires en leur disant tiens, c'est intéressant et tout. Et c'est pour ça que moi, en amont, dans toutes mes activités, indépendamment du soin, dans mon activité de recherche ou dans mon activité d'enseignement, j'aime bien être au contact des marques. Non pas parce que les gens vont dire ouais mais il est payé par les marques, machin. Non, je reste de manière assez indépendante de ça. Mais j'aime bien connaître les produits, savoir ce qu'ils font, parfois travailler avec eux sur le développement de certains produits, parce que ça peut être super intéressant. On en avait discuté pour certains produits que tu m'as proposé, toi. Mais c'est hyper intéressant de savoir ce qui se fait aussi. Et ça fait partie des rôles du médecin. Quand tu fais de la nutrition, par exemple, moi je rentre régulièrement en contact avec des représentants de marques de nutrition de l'effort. Pour connaître Ah la oui, parce gamme, que tu peux pas, sinon tu peux pas conseiller ton c'est patient. c'est ça, exactement. Ah, tu peux pas lui dire mais il faut que vous mangiez. Ouais. C'est lui qui te dit mais quelle marque Non, puis souvent le patient il te dit je lui dis tu prends quoi à l'effort, je prends un gel machin puis un gel bidule. Toi faut quand même connaître un tout petit peu ce que c'est. Ah oui, parce que tu te dis attends là il prend 2 trucs hyper sucrés ou alors pas assez. Ouais, et quand tout le monde me dit je prends un gel Morten, moi je sais ce que ça représente un gel Morten. Je mange une barre par heure, ça veut rien dire. Ouais c'est ça. Et, quoi, la barre, mais quelqu'un qui connaît pas ça, un gel Morten, le médecin il va dire c'est quoi Morten, je connais pas. Enfin voilà tu vois. C'est quand même bien de connaître un tout petit peu certains trucs comme ça. Donc autre interlocuteur, les marques. Ah ouais, ok, ouais, j'y avais pas pensé à première vue. Ok, écoute Sam, merci. Je pense que le tour est assez complet. Ouais. Bon, malheureusement, t'as plus de place pour les nouveaux patients. Faut pas, la liste est longue, mais il y a encore des petites places. Voilà. Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent te retrouver, le DU-Trail est suivi chaque année par des praticiens différents en plus. Ouais, à Besançon, par des kinés, des ostéos, des entraîneurs. Ouais, et des médecins. Et des médecins. Et des podos. Et des podos. Ouais. Ah, ça fait une sacrée population. Ok, merci Sam. Merci à toi, à bientôt.